Donc je passe tout de suite au prochain projet. On est au musée olympique, donc il fallait bien qu'il soit aussi question de projet olympique. Et on en a un, hein, la piscine olympique, donc pour la session et les Jeux de Paris en 2024. Laure Mériot, architecte, est venu nous en parler avec l'ingénieur Benjamin Touraine. C'est un projet donc qui s'inscrit dans un contexte aussi plus global qui a à voir avec le devenir de la Seine-Saint-Denis. Donc c'est la région nord de Paris. C'est une zone très contrastée, hein, très riche et à la fois très pauvre aux côtés des populations, très riche aux côtés de l'activité qui a lieu. Et les Jeux Olympiques pour la Seine-Saint-Denis, c'est un peu l'occasion de combler, on peut dire, l'écart entre le PIB, on peut dire, de cette région et de ce territoire, et on peut dire le revenu réel de ses habitants. Et ça passe bien évidemment par, voilà, c'est-à-dire les Jeux Olympiques, ça a toujours été un levier pour faire de la ville, pour produire de la ville. On peut le discuter, bien évidemment, on peut se demander si c'est l'outil optimal, mais c'est un outil. Et c'est en tant que tel qu'on va essayer de comprendre et voir un peu ce projet qui va être présenté, donc la piscine olympique des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Donc, voilà, je passe la parole à Laure Mériot et Benjamin. Vous allez vous mettre ensemble, c'est plus simple. Ouais. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous présente ce projet qui est très important pour nous. C'est un projet qui va être livré donc avant 2024 et dont on a gagné le concours en mars 2020 en plein Covid. Donc on a fait toutes les études en distanciel, c'est bien, on a bien testé tout ça. Et c'est un projet qui est assez particulier parce que effectivement, il fait partie des sites olympiques de Paris et c'est un des seuls projets qui est construit en neuf pour Paris. Donc il fallait que ce soit un projet qui soit d'un point de vue écologique. Il y avait un grand enjeu puisque les Jeux de Paris 2024 se veulent être totalement écologique et en fait avoir le moins d'effets sur le climat. On se situe, comme le disait Christophe, dans le nord de Paris, en face du Stade de France. Et on est sur c'est un bâtiment donc, qui est vraiment juste en face du Stade de France. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la route de Roissy à Paris, mais voilà, il y a l'autoroute A1 qui mène vers le nord. On a l'autoroute A86. On est pas loin du village des athlètes, dont Dimitri Roussel parlera. Et c'est un projet qui est à la fois le centre aquatique olympique, mais qui a aussi tout un effet levier sur une future ZAC, c'est-à-dire une zone d'aménagement dans laquelle il y aura des logements, des bureaux, après les Jeux Olympiques. Donc on est vraiment dans la question de donner un élan à un territoire face à un stade qui est un des plus grands stades, en tout cas en France et en Europe. Et nous, on a une passerelle qui va lier les deux parvis, puisque l'enjeu, c'est d'être un site olympique ensemble, en fait. On accueille le plongeon, le water polo et la natation artistique. La natation course se fait ailleurs que dans cette piscine. C'est assez important parce que son échelle est un peu plus petite que les grands stades aquatiques olympiques qui accueillent toutes les compétitions. Et en fait, vraiment, l'enjeu du projet, c'est d'être une piscine héritage des Jeux et donc, à terme, d'accueillir des écoles, d'accueillir le pôle FFN de plongeon, d'accueillir des compétitions internationales parce qu'on pourra avoir des compétitions type championnat d'Europe ou régional et France et national, mais d'accueillir aussi énormément d'autres sports. Et vous allez voir, en fait, l'idée du projet, c'est un grand toit qui va réunir finalement tous ces sports.
on le voit dans ce schéma, le toit c'est très important parce qu'on est face au Stade de France, on est le long des autoroutes et le Stade de France c'est une écriture de toit, c'est son toit qui fait finalement son architecture et en réponse de l'autre côté on avait cette ambition d'être aussi dans une écriture qui se caractérise par son toit et d'être au centre finalement d'un parc. Ce qui est assez compliqué parce que comme on accueille des grandes compétitions, on le sait, il y a les régies, les parkings et tout ça. Et donc on va travailler énormément sur la réversibilité. C'est un bâtiment qui est réversible. C'est-à-dire que pour les JO, on va avoir 5000 places de spectateurs et tout le reste du temps, on va en avoir 2500. Donc on a toute une tribune qui va partir et qui va pouvoir, et dont le sol va pouvoir devenir un espace sportif qui est aujourd'hui soit du basket à 3, soit du paddle. Mais on a vraiment cette question de réversibilité et sur l'espace extérieur, on a compacté le bâtiment et on a créé un sol qui est totalement perméable sur lequel les régies viennent de façon viennent finalement avec des grandes plaques, c'est-à-dire qu'on a privilégié le temps principal, c'est-à-dire tous les jours, plutôt que les quelques moments de compétition. Donc c'est vraiment un projet qui a été pensé, c'est un montage assez particulier, puisque c'est un montage de concession de service public, c'est-à-dire qu'on a fait le concours avec un maître d'ouvrage, avec un exploitant, des exploitants, et avec un mainteneur. Donc on a tout cet ensemble d'acteurs qui fait que pendant 20 ans, ce projet va être géré par un groupe privé qui insuffle des choses à l'intérieur. Donc si on parle un peu plus de nos inspirations, on va dire architecturales sur la toiture et le bois, on est donc sur cette architecture de toit et l'idée c'était de s'inspirer de la nature, de la feuille. Pourquoi la feuille? Parce que la feuille, elle est souple et finalement elle s'adapte à son environnement. Et c'était vraiment ça qu'on voulait, c'était un élément qui soit souple et qui s'adapte. L'autre inspiration, c'est la dynamique de la vague, et on voulait que pour ce territoire, qui est un territoire très jeune, qui est un territoire qui est vraiment en devenir et qui est un territoire très dynamique, on voulait que ce bâtiment exprime par sa forme cette question du dynamisme. Donc on a cette toiture et ce cocon de bois qui est, donc ici vous avez une vue, on est côté Stade de France, on a la grande passerelle qui est piétonne, qui fait 18 mètres de large, et qui forme finalement la continuité du parvis, un parvis haut, avec le cocon qui va accueillir tous les espaces de compétition, c'est-à-dire la piscine compétition et les gradins. De l'autre côté, côté ZAC, c'est-à-dire côté ville finalement, on est sur un élément qui est soulevé, avec toujours ce dynamisme et ces grands brise-soleil qui affichent le bois, protègent du soleil les grandes transparences est et ouest, et on a ce grand parc que vous voyez qui se transforme en régie, comme quand vous avez un événement dans un stade où les gens viennent avec des grandes plaques, ils se branchent, donc on a toutes les techniques qui arrivent dans le sol, mais c'est un parc tous les jours. Alors, j'ai loupé ça. Attendez, on est perdu. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis désolé. Ah, il y a une slide qui est sortie. Donc, ce toit, c'est un toit en bois et c'est un toit tendu. Donc, pourquoi on a fait ce choix de toit tendu? Il y a deux choses. Il y a une question d'économie de matière. C'est un toit qui est très très fin, qui est formé de catènes. Donc, Benjamin va vous expliquer toute la structure. Il porte sur 80 à 90 mètres. Il fait 80 cm de hauteur, et on est vraiment sur une économie de matière. On a aussi posé le bassin sur le sol pour pas creuser. Enfin, il y a toute une question qui est beaucoup plus large, dont j'aurai pas le temps de parler, mais on pourra parler en dehors cet après-midi au déjeuner. Mais
on a tout un travail comme ça sur l'économie de matière et de vraiment choisir le bon matériau au bon endroit. Et Benjamin va vraiment vous expliquer pourquoi le bois est très pertinent dans ce cas-là. Nous, évidemment, le bois, il était pour utiliser un matériau décarboné, pour la chaleur qu'il peut apporter. Et, alors attendez, je suis désolée, je suis perdue. Et en fait, il y a une autre chose qui est importante sur la tension de ce toit, c'est qu'on fait un centre aquatique. Un centre aquatique, c'est très énergivore. Et c'est très énergivore à la fois pour chauffer l'eau, mais aussi pour gérer toute l'hygrométrie du bâtiment. C'est-à-dire qu'on est en permanence en train de gérer l'hygrométrie et de mettre de l'énergie finalement au traitement de l'air. Et donc notre idée, c'était de faire un toit qui épouse les contraintes et qui rende le volume chauffé le plus petit possible. Donc j'avais une slide qui apparaîtra peut-être après, mais voilà, je la passerai vite, où en fait on voit, si vous voulez, si on imagine, vous voyez, ici on a les gradins, on a les histoires de vue, et donc si on mettait une grande structure, puisque ici on a des gradins plus hauts, une grande structure avec des poutres treillis, finalement le volume chauffé serait beaucoup plus important. Et on a ce travail dans la coupe transversale, mais on a ce travail aussi dans la coupe horizontale. Vous voyez que le toit monte ici et il va s'abaisser en allant vers moi parce qu'on a un point contraint qui est la hauteur au-dessus du plongeoir de 10 mètres. Mais finalement, au-dessus de l'espace water polo, on n'a pas du tout besoin de autant de hauteur. Donc en fait, dans les deux coupes, on a ce toit qui est paramétrique par rapport aux contraintes pour vraiment limiter les espaces chauffés. Au-dessus du toit, 1 hectare, le toit il fait 1 hectare, on a une grande centrale solaire qui est utilisée en direct en fait, puisque les centres aquatiques demandent de l'énergie tout le temps. Donc en fait, on a 25% de la consommation qui est gérée en direct par cette grande toiture solaire. Voilà l'image à l'intérieur du projet. Donc on lit ce grand toit tendu. Là, on est en version héritage, on n'est pas en version JO. Il y a un petit film, il est toujours là le film ? Ouais. Il y a un petit film qui vous montrera comment ça se passe aussi en JO. Et l'idée finalement de cette toiture et de ces catènes qui sont tous les 1 mètre, c'est vraiment d'être dans une grande halle, d'amener et que la structure forme l'architecture. On est dans une lecture totale de la structure et c'est ce qui nous intéressait beaucoup dans cet espace. À l'extérieur, la question du brise-soleil, finalement, c'était de se servir de la structure qui va reprendre les efforts pour créer une architecture d'accueil, puisque cet espace-là est le parvis d'accueil des Jeux Olympiques. On est sur un parvis qui va être à la fois, qui va accueillir 5000 spectateurs, mais qui va aussi tous les jours pouvoir accueillir des activités annexes liées aux sports qui sont à l'intérieur. Et on est sur un espace qui est assez majestueux, une espèce de cathédrale comme ça, qui va filtrer la lumière. Et c'est vraiment ce qui nous intéressait dans la question de l'utilisation du bois. Donc voilà le film. Je ne sais pas comment ça part. Il n'y a pas le son. Donc je vais commenter un petit peu. Donc ça, c'est le film qu'on a fait pour le concours. Ah si, le son arrive. Si on peut mettre le son un peu plus fort. Où on voit le... Quand tu dis Saint-Denis, c'est pas forcément une bonne image. C'est une image de ghetto. Saint-Denis, c'est pas ça. Saint-Denis, c'est la richesse des cultures. C'est pas que les courses-poursuites. C'est aussi voilà, une belle ville. Les Jeux Olympiques, ça m'évoque la natation, l'athlétisme et beaucoup d'autres sports.
les gens qui habitent à Saint-Denis, ben, pour être fiers, parce que les Jeux Olympiques, ça s'est passé à Saint-Denis et pas autre part. Donc voilà tous les partenaires. Donc l'idée là du film, c'est de vraiment montrer les deux parties de la vie du bâtiment. Et c'est assez important parce qu'il y a beaucoup de controverses sur la question des Jeux Olympiques. Mais c'est vrai qu'on a vraiment travaillé, nous, sur le projet en partant de l'héritage et en se disant que ça pouvait se transformer en un espace de compétition. Donc c'est vraiment la vie tous les jours et tous ces sports-là qu'on a voulu montrer, magnifiés évidemment par la structure et le bois. Je vais laisser Benjamin vous expliquer comment tout ça fonctionne. Merci Laure. Donc la question après qui vient, c'est comment est-ce qu'on conçoit structurellement le bâtiment et comment est-ce qu'on va le construire. Donc c'est quelque chose qui nous a occupé avec Laure depuis plus de 2 ans maintenant, et je vais essayer de vous le résumer en 5 minutes. Alors, tout d'abord, peut-être commencer avec la façon et comment se compose le bâtiment. Donc il se compose tout d'abord de couples, de poteaux et de tirants, espacés de 10 mètres environ, sur lesquels viennent se poser des autres poutres en bois qui forment des poutres treillis horizontales. Ils sont aussi supports de lisse-bois, qui ont 2 rôles, qui est à la fois de stabiliser les poteaux qui vont reprendre beaucoup de compression et aussi de servir de support aux façades et ossature bois. Cet ensemble, en fait, ça crée 2 grands supports qui vont tenir les catènes bois, qui sont l'élément principal de cette toiture. Après, on a d'autres éléments par-dessus, notamment un diaphragme qui est aussi en bois, est composé de planches juxtaposées et qui a plusieurs fonctions. C'est un support de la couverture, bien sûr, c'est un diaphragme structurel et c'est aussi un élément qui participe à l'acoustique de la halle parce que ces lames bois sont espacées, donc créent des creux et permettent de l'absorption acoustique. Alors, je vais passer un petit peu plus vite sur le reste parce qu'on a d'autres éléments qui sont des façades qui viennent autour, qui font aussi partie du bâtiment, des murs rideaux, des ossatures métalliques qui sont là pour tenir tous les brise-soleils que vous avez vus sur l'extérieur. Donc ces fameux brise-soleils ou lames bois qu'on voit, on en a quand même 5 km autour du bâtiment. Et après, des structures secondaires, donc des éléments de panne de toiture et des éléments aussi qui servent de support pour des verrières, pour des gaines CVC qui sont en toiture. Et là, c'était aussi un enjeu du projet qui était de faire qu'une fois qu'on a cette belle toiture en bois, de ne pas avoir devant de la technique des gaines CVC qui viendrait créer des lignes à l'inverse de celles des catènes. Donc ils se retrouvent maintenant au-dessus et donc dans ton dégaine. Et donc voilà la maquette de l'ouvrage. Donc c'est la maquette du dossier pro qui va être construite. Alors maintenant, comment ça fonctionne? Le principe des catènes, c'est des courbes particulières qui font que quand on vient charger l'élément dessus, on a un fonctionnement qui est de la traction pure et qui permet d'utiliser au maximum la capacité du matériau, donc ici le bois. Et ça marche très très bien et c'est extrêmement efficace dès lors qu'on a des maintiens aux extrémités latéraux qui sont très très forts, donc qui sont les coupes de poteaux tirants. Pour se rendre compte de l'efficacité un petit peu de ces matériaux, il faut savoir que les catènes, c'est des éléments en bois qui font 50 cm de haut par 20 cm de large, et avec ça on franchit 90 mètres. On aurait fait le même projet en poutre treillis bois, on aurait eu des poutres treillis de au moins 4 mètres. Donc pour le même portée, on a des éléments qui sont beaucoup plus fins. Et là où le bois a son intérêt, c'est dans ce système de fonctionnement, c'est-à-dire que des catènes, si on les fait en acier, vous avez des plats acier, donc vous n'avez aucune résistance quand le vent vient tirer vers le haut. Et une catène en bois, ça reste quand même une petite poutre. Et ce qui fait que quand on vient tirer vers le haut, en fait, on n'a pas une catène, mais on a une arche qui se crée. Et donc cette arche, elle est capable d'être comprimée quand on tire vers le haut et de renvoyer des efforts de compression vers le système qui est à l'extérieur. Alors,
bon, tout ça, ça paraît un peu simple et facile quand on le dit. Quand on le fait dans la réalité, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est comme un système qui marche très très bien, mais qui est très très sensible, dans le sens où dès que vous allez avoir des efforts qui sont un peu non uniformes, dissymétriques, le système va fonctionner de façon différente. Donc ça nous a obligés à faire dès le concours des modèles très très compliqués et complets, en fait, où on intégrait à la fois la toiture, les façades qui sont accrochées dessus et le socle béton pour avoir toutes les déformés qui sont associées. On a aussi certains assemblages qui sont géométriquement pas forcément très compliqués, mais qui récupèrent des efforts assez monstrueux en termes de tension ou de compression. On parle de 800 tonnes de compression dans les poteaux et jusqu'à 600 dans les tirants derrière. Alors, deux mots rapidement sur les façades. Donc les façades, l'enjeu c'était de tenir les brise-soleil sans rajouter de support complémentaire sur le parvis. Donc pour faire ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les auvents, donc les poutres treillis qui étaient horizontales, pour venir mettre des suspentes pour tenir les brise-soleil, et qu'on a raccroché à la toiture pour notamment pouvoir créer cet effet de dévers et donc d'avoir les brise-soleil qui sont rentrés vers l'intérieur. Sur les façades, alors les tympans, c'est le même système, sauf que là, on n'a pas de haut-vent, donc on est obligé de ruser un petit peu, et donc on se sert d'un côté des épines de mur rideau, de l'autre côté des suspentes, qu'on relie en plus avec des diagonales pour former des treillis, et avoir du coup quelque chose qui a une grande inertie et permet de résister aux efforts de vent. Petite complexité en plus sur ces catènes-là, c'est que vous allez avoir une zone ici où les catènes bougent et où on vient d'appuyer la façade. Et ce qu'on ne peut pas faire, c'est qu'on ne peut pas brider les catènes en les appuyant sur la façade. Donc on est obligé d'avoir un jeu différentiel qui existe. Et c'est un jeu qui a quand même une amplitude significative. On parle de 30 cm de déplacement vertical, 10 cm horizontalement. Et donc on est obligé d'avoir des pièces, donc qui sont des appuis glissants, des sortes de crapauds qui viennent au niveau de la connexion entre les façades et les murs rideaux pour faire ça. Alors, un mot sur la couverture. En fait, la couverture, les questions qui se sont posées, elles sont à l'origine pas liées au bois, mais plutôt liées à la piscine et donc à l'hygrométrie de la halle bassin, et qui ont guidé le choix de l'isolant. C'est-à-dire que l'isolant qui est capable d'avoir un point de rosée qui est à l'intérieur, il n'y en a pas beaucoup, et notamment ici, c'est ce glace qu'on a retenu. Et il se trouve que c'est un isolant qu'on ne peut pas coller sur le bois. Donc on est obligé de le coller sur de l'acier et de visser l'acier sur le bois. Et cet ensemble isolant BAC a une rigidité, et il y a eu des questions qui se sont posées en cours des études, c'est est-ce que cette rigidité avait une influence ou pas sur les catènes, et est-ce que l'ensemble du système isolant plus catène pouvait aussi avoir un fonctionnement de poutre en T, en fait, qui perturbait le fonctionnement et les calculs. Et donc pour s'en assurer, on a fait des essais sur maquettes à échelle réelle qui ont été testés donc au CSTB, et sur lesquels on a testé la déformation sans le complexe de couverture et avec l'ensemble du complexe de couverture, pour se rendre compte de deux choses. C'est est-ce qu'il y avait de la raideur en plus, et est-ce qu'on n'injectait pas aussi des efforts dans l'isolant et qui auraient pu au final détériorer l'isolant. Le résultat de ça, c'est que ça augmente effectivement la raideur, mais pas de façon significative, donc c'est 10-15% en plus, donc c'est plutôt bénéfique, et surtout il n'y a aucune altération de l'isolant, y compris à 4 fois la charge calculée pour le bâtiment. Et tout ça a été vérifié, contrôlé, détaillé dans une ATEX. Dernier sujet que je vais présenter au niveau de la technique, c'est aussi un sujet qui est arrivé assez tard, mais qui est aussi intéressant parce que c'est un sujet qui est assez récurrent sur le bois et surtout en ce moment, c'est le sujet du feu. Réglementairement en France, quand on fait une toiture visible, une toiture en bois et que personne ne marche dessus, en fait pas de public, il n'y a pas d'exigence feu sur la structure. Sauf qu'ici, alors pour des raisons qui sont, je pense, liées au bâtiment, le fait qu'il soit lié pour les JO et d'autres sujets qui sont en cours de développement, on nous a demandé et on a fait de l'ingénierie incendie, donc Effectis a travaillé dessus et a notamment identifié 2 scénarios sur lesquels on a eu, on va dire, des surprises ou des résultats qui n'étaient pas attendus. Le premier, c'est un scénario qu'on appelle le feu de buvette, c'est-à-dire que sous les tribunes permanentes, vous avez des stands, buvettes ou merchandising qui vont être là et qui peuvent être une source d'incendie. Et le deuxième, c'est un feu de spot, donc qui sont situés environ à 2 mètres en dessous de la toiture. Le premier résultat, en fait, quand il y a un feu qui arrive sous les gradins, donc vous avez un feu qui se déploie, ça dure une demi-heure et après le feu s'éteint, mais vous avez une zone, qui est la zone sous les gradins, un volume assez petit où vous avez des gaz très très chauds qui restent à 200 degrés, 300 degrés et qui font qu'il y a une forme d'incandescence qui reste dans la tête des poteaux et que le poteau continue petit à petit à être consumé par le feu et qui aurait pu au final amener à la ruine. Donc c'était une surprise en termes de résultats, mais c'est aussi pas forcément très compliqué à corriger, c'est-à-dire que rajouter des plaques de plâtre en partie haute pour protéger le bois a suffi à corriger le problème. Deuxième sujet, c'était le feu de spots. En fait,
Et là, ce qu'on n'avait pas identifié ou pas attendu, en fait, c'est que le feu se déploie en fait, sur toute la toiture, mais pas via la toiture, mais via les câbles. C'est-à-dire que quand vous avez un certain nombre de lampes qui sont en toiture, une lampe peut prendre feu, il ne se passera pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de matière à brûler et la toiture restera comme elle est. Mais si vous avez des câbles qui les relient, les câbles prennent feu et font qu'au final, vous avez toutes les lampes de la toiture qui prennent feu. Et là, vous commencez à avoir du volume et de la matière combustible qui, au final, se propage partout. Donc ça nous a poussé à encoffrer tous les câbles pour s'assurer que si un spot prenait feu par malheur, il n'y aurait que ce spot-là et ça resterait un petit incendie qui ne soit pas néfaste pour la toiture. Et voilà, une photo du chantier pour vous dire où est-ce qu'on en est. Donc c'est un projet qui sera livré en 2024. Aujourd'hui, le chantier a commencé il y a 5 mois. Les fondations sont faites. L'entreprise Gros Œuvres a commencé donc l'ensemble du socle, donc qui sont les locaux d'activité, les vestiaires, les bassins. Ça va durer jusqu'au mois de mars. Et la toiture, donc elle va être lancée en production dans les ateliers de Matisse d'ici 1 mois pour un montage qui va commencer début avril 2022 et pour environ 6 mois de montage pour la structure primaire et à peu près autant pour la couverture et l'ensemble du clos couvert qui est à l'extérieur. Et donc voilà l'image et j'espère que dans 1 an on aura des vraies images du projet à montrer à la place des perspectives. Merci.